passé de 2 minutes. Donc, je vous propose que nous commencions cet échange, ce webinaire. Je voudrais donc saluer l'ensemble des participants, chacun d'entre vous, de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de débat appelé Rencontre Afrique, organisé par le think tank L'Afrique des idées. Le thème de ce soir est l'Afrique et l'avenir du monde. Ce thème est en réalité le titre du dernier ouvrage de M. Carlos Lopez, L'Afrique et l'avenir du monde, repenser le développement, paru le 4 mars de cette année aux éditions du Seuil, dans la collection Poids et mesure du monde. Et soit dit en passant, dans cette collection, il y a de magnifiques bouquins. Donc, M. Carlos Lopez, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je voudrais vous faire part de notre profonde gratitude de vous avoir avec nous ce soir. Et merci d'avoir accepté de discuter avec notre think tank et nos participants ce soir autour de votre dernier ouvrage. Avant de commencer l'échange à proprement parler, je vais laisser M. Herman Diarra, qui est le président du think tank L'Afrique des idées, donner un discours liminaire, un propos liminaire, un mot d'introduction. Herman, si tu veux bien, tu as la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Herman Diarra. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette rencontre Afrique de notre think tank. Donc, je suis le président. Je tenais tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à M. Carlos Lopez pour avoir accepté d'intervenir à ce webinaire autour de son livre L'Afrique et l'avenir du monde. C'est un honneur pour nous de recevoir ce grand expert réputé de l'économie qui a un parcours exemplaire et inspirant. Merci, monsieur. Merci. Je voudrais aussi remercier les membres de l'Afrique des idées qui ont participé activement à l'organisation de cet événement. Je pense notamment à Safi, Nadia, Sophonie, Nessan, mais également à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre Afrique. Mes remerciements vont également aux participants qui nous suivent actuellement. Avant de démarrer les échanges qui nous donneront une occasion unique d'approfondir avec M. Lopez les différents chantiers qu'il a évoqués dans son livre, permettez-moi de dire quelques mots sur notre think tank. Il faut noter que l'Afrique des idées est avant tout un grand réseau international de plus de 1000 membres et sympathisants. Ces réseaux regroupent des femmes et des hommes africains ou amis de l'Afrique afin de penser les futurs du continent africain. Actuellement, nous sommes présents dans 6 pays africains. Et il est important de noter que l'Afrique des idées a été fondée sur un concept fort et innovant, celui de l'afro-responsabilité. Pour nous, l'afro-responsabilité, c'est mieux comprendre les défis auxquels fait face le continent africain afin d'œuvrer à ce qu'il puisse les relever. Pour cela, nous produisons régulièrement des articles, des notes d'analyse, des tribunes que vous retrouverez sur notre site internet, l'afriquedesidées.org. Vous pouvez nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter. Je vais redonner la parole à Sophonie pour démarrer les échanges que vous attendez sans doute avec impatience. Je souhaite une très bonne rencontre à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Herman, pour ce propos liminaire, pour cette introduction. Je disais tantôt, alors, j'ai un écho, peut-être, ah c'est bon, là c'est bon. Alors, je disais tantôt que nous avons l'honneur de recevoir M. Carlos Lopez pour échanger autour de son livre, L'Afrique est l'avenir du monde. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Lopez, M. Carlos Lopez est économiste, professeur émérite à la Nelson Mandela School of Public Governance et professeur invité à Sciences Po Paris. Il a occupé plusieurs postes importants. Il a été directeur politique du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Il a été
secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la mission économique pour l'Afrique de 2012 à 2016. Et actuellement, M. Lopez est le haut représentant de l'Union africaine pour les partenariats avec l'Europe et membre de l'équipe de réforme dirigée par le président Paul Kagame. Voilà, entre autres, les nombreuses fonctions de M. Lopez. Alors, avant de vous laisser, M. Lopez, la parole et engager la discussion avec vous, je me permets de commencer par un petit éditorial qui est, dans le fond, j'allais dire, un résumé de la recension que j'ai faite de votre livre et que j'ai publié d'ailleurs sur le site de l'Afrique des idées, de sorte à camper le débat en quelque sorte et à faire part, en tout cas, c'est la prétention que j'ai, à faire part de la quintessence de votre livre. D'abord, je dois dire que le livre « L'Afrique et l'avenir du monde » est un essai absolument remarquable, érudit, où la richesse des références historiques le dispute à la subtilité de l'analyse des méga-tendances du continent africain. À titre personnel, j'ai été frappé par la profondeur et la finesse de la fécondité de votre réflexion. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau puisque j'ai lu il n'y a pas longtemps, en début d'année, je crois, votre papier que vous avez publié avec M. Alain Hirsch en 2020 sur la croissance économique de l'Afrique post-coloniale, mais en prenant une perspective historique que j'invite aussi les participants à aller regarder sur Internet. Donc, je crois vraiment qu'avec votre dernier ouvrage, jamais une érudition aussi étendue ne fut employée avec autant de volonté, de sagacité pour déconstruire les discours simplistes sur l'Afrique. Vous vous montrez assez critique au fond à l'endroit des discours afro-optimistes du style l'essor de l'Afrique, l'heure de l'Afrique, le moment de l'Afrique, le temps de l'Afrique, ou que sais-je encore. Vous reprochez au fond à cette posture, à ces discours de minimiser les défis réels du continent. Et par voie de conséquence, ces discours, en quelque sorte, paralysent l'élaboration des politiques publiques. Et de même, vous vous attaquez à l'afro-pessimisme qui n'incite pas à l'action non plus. Donc, en quelque sorte, vous dénoncez le simplisme des récits sur l'Afrique et vous invitez à une réflexion plus complexe, plus holistique, plus documentée, plus fine, en somme. Donc, votre point de départ est le constat suivant, c'est que l'Afrique croît, donc il y a de la croissance économique, il y a de la croissance, mais qu'au fond, l'Afrique ne se transforme pas. C'est en quelque sorte la vieille dichotomie croissance versus développement que vous réintroduisez. Pour vous, il y a 8 défis que l'Afrique doit relever. Réformer le système politique, respecter la diversité, comprendre le contexte des politiques publiques, se transformer structurellement grâce à l'industrialisation, augmenter la productivité agricole, revoir le contrat social, s'adapter au changement climatique et, au fond, se donner la capacité d'agir dans les relations avec la Chine. Chacun de ces défis fait l'objet d'un chapitre dans le livre. Le point cardinal, ou enfin, le maître mot de votre livre, c'est se transformer. La transformation structurelle des économies. Et pour ce faire, il y a besoin, dites-vous, de 3 éléments majeurs. Il faut de l'ambition, de la sophistication et de la cohérence. L'idée de l'ambition, c'est de regarder le contexte historique et se projeter dans l'Afrique qui va venir. L'idée de la sophistication, au fond, c'est l'idée de coût d'opportunité. C'est vous tentez de dire que, parce que nous avons très peu d'opportunités pour industrialiser le continent, transformer le continent, il y a lieu d'avoir quelques priorités. Et la cohérence renvoie à l'idée d'aligner
dans chaque pays ou au niveau régional ou même continental, toutes les agences de développement sur les objectifs et les priorités choisies. Alors, je ne vais pas non plus spoiler le contenu du livre, d'abord parce qu'il faut que nos participants achètent le livre et le lisent, et surtout parce que vous êtes là et vous allez nous en dire plus. Mais j'avoue que votre ouvrage est riche en enseignements et se lit très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons invité pour en parler ce soir. Donc j'invite vraiment le public, enfin les participants à l'acheter. Et cela m'amène à ma première question, M. Lopez. J'ai envie de poser une première question. Je pense qu'on vous la pose souvent, peut-être. C'est pourquoi avoir choisi le titre « L'Afrique est l'avenir du monde » pour votre ouvrage. Je rappelle quand même que ce livre est une traduction en français de votre livre publié en 2019 en langue anglaise, « Africa in Transformation ». En fin de compte, vous aurez pu titrer la version française « L'Afrique en transformation ». Pourquoi le titre « L'Afrique est l'avenir du monde » Pourquoi avoir choisi ce titre? Vous avez la parole, M. Lopez. Je vous remercie tous. C'est une occasion très intéressante pour moi de pouvoir parler de l'ouvrage, mais aussi d'interagir avec l'Afrique des idées. Je remercie Nadia d'avoir initié cette conversation et j'espère que ça va continuer. Merci Sophonie pour cette introduction très généreuse et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Bon, moi, j'ai choisi le titre parce que j'étais en dialogue avec un professeur du Collège de France qui fait l'introduction du livre et qui disait avec raison que le titre « Afrique en transformation » ne donnait pas vraiment le punch nécessaire à tous les messages qui étaient contenus dans le livre. Et qu'il fallait peut-être trouver une formule en français qui attirait les gens à la lecture et qui pourrait mieux exprimer cette volonté de transformation que je présente dans le livre, mais qui est présentée d'une façon un peu particulière parce que j'essaie de montrer que l'Afrique fait partie de l'avenir du monde et que le monde ne peut pas vraiment s'en sortir si l'Afrique ne s'en sort pas. Et peut-être à partir de cette équation, je peux mieux expliquer pourquoi ces défis, pourquoi parler tellement de la transformation. Bon, moi, je vais commencer par un détail qui est connu de beaucoup de monde, mais qu'on ne met pas ensemble dans la plupart des cas. Le fait que nous avons une connaissance relativement médiocre de nos économies, parce que les économies, pour mieux les saisir, il faut avoir une bonne comptabilité nationale. Nous avons seulement 17 pays en Afrique qui ont la comptabilité nationale à jour. Les autres sont tous en retard. Et quelquefois, le retard n'est pas seulement dans le nombre d'années sans comptabilité nationale, c'est même retard méthodologique. Parce que la méthodologie pour mieux saisir les économies dans leur structure, dans leur taille, a beaucoup évolué pour mieux cibler un certain nombre d'activités nouvelles, comme par exemple les activités qui sont dématérialisées, mais aussi parce que nous avons beaucoup plus de moyens de pouvoir saisir les activités informelles. Alors, à partir du moment où on n'actualise pas la méthodologie, on est en retard par rapport à la connaissance réelle de l'économie. Donc, nous avons même des pays africains qui dépassent de loin l'année de base qui est permise dans les statistiques internationales, c'est-à-dire 5 ans, et qui ont une année de base qui est bien lointaine. Il y a même un pays en Afrique, je ne vais pas le nommer pour ne pas créer des situations diplomatiques, qui a l'année de base, l'année de l'indépendance. Donc, ils n'ont jamais actualisé la méthodologie depuis l'indépendance. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas beaucoup. Et nous avons effectivement des points de repère par rapport à ce qu'on manque en termes de connaissances. Parce qu'il y a un certain nombre de pays, depuis quelques années,
moi-même j'ai poussé dans cette direction quand j'étais à la Commission économique pour l'Afrique, qui ont fait des actualisations de la comptabilité nationale. En anglais, on appelle ça rebasing. Et tout d'un coup, ils découvrent que leur économie est beaucoup plus grande qu'ils imaginaient. Par exemple, Nigeria, quand ils ont fait cet exercice, ils ont découvert que leur économie était 30% plus grande que ce qu'ils imaginaient. Et même l'Afrique du Sud, qui a un des appareils statistiques les plus performants du continent, vient de faire une actualisation de leur méthodologie cette année, et ils ont découvert qu'ils avaient 13% de l'économie qui n'était pas saisie auparavant. Donc, vous voyez quelles sont les implications de cela. Et elles sont énormes. Par exemple, le fait de ne pas avoir la comptabilité à jour, et maintenant qu'on sait que tous les pays qui ont actualisé découvrent qu'ils ont un PIB plus grand de ce qu'ils imaginaient, change complètement, par exemple, le ratio de la dette par rapport au PIB. Donc, tout d'un coup, le problème qu'on considère que les pays africains ont une dette énorme par rapport à la taille de leur économie, on découvrirait, comme on a découvert dans ceux qui ont déjà fait l'exercice, que finalement, la dette n'est pas aussi grande. Oui, Donc, mais à ce propos, c'est vrai que quelque chose m'a frappé parce que j'ai découvert, non pas dans le livre, mais plutôt dans votre papier que vous avez publié avec Monsieur Alan Hirsch, qu'au fond, le PIB du continent était sous-estimé de 20, enfin, qu'il y avait 20%. à peu près 20%, c'est mon et de quelques autres collègues estimation que nous avons une sous-estimation de 20% pour la taille de l'ensemble de l'Afrique. Bon, mais disons, ça c'est pour dire que on commence à voir un problème avec la macroéconomie. On ne peut pas gérer une économie avec des défaillances de cette taille. C'est-à-dire le PIB de 20-30% plus grand change complètement la donne. Donc, on n'a pas le même ratio de dette, mais on n'a pas non plus le même ratio de pression fiscale. Tout d'un coup, on découvre, par exemple, Nigeria, toujours pour utiliser l'économie la plus grande du continent, qu'ils avaient une dette beaucoup moins importante que tout le monde imaginait. D'ailleurs, ça leur a permis d'accéder les marchés plus facilement, mais ils ont découvert aussi que leur pression fiscale, c'est-à-dire la contribution des impôts pour l'ensemble de l'économie, était aussi très faible pour les mêmes raisons. Et donc, de l'ordre de 7% pour le Nigeria, la moyenne internationale est de 35%, la moyenne africaine est de 16%. Vous voyez un peu le gap en termes de collecte d'impôts. Et bien sûr, ce n'est pas l'informalité des pauvres qui justifie cela, c'est l'informalité des riches, qui est une façon jolie de parler de corruption. Donc, quand on fait des exemptions et quand on ne paye pas d'impôts, malgré toute la production économique d'une entreprise ou de quelqu'un qui a un certain nombre d'avoirs, bien sûr, ça ne permet pas à l'économie de tourner. Donc, du point de vue des finances publiques, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Bon, ça montre qu'effectivement, on ne connaît pas grand-chose. Mais quand on ne connaît pas, on remplace. Et on remplace avec des projections. Et ces projections, elles sont faites par qui? Par les institutions financières internationales, parce qu'elles sont basées sur des modèles économétriques qui sont gérés par ces institutions, qui produisent l'ensemble des statistiques manquantes par projection en fonction des statistiques existantes. Et il y a une partie des statistiques qu'on connaît toujours, les externalités, c'est-à-dire ce qu'on paye en termes de transfert, ce qu'on fait en termes de, disons, déficit des comptes étrangers, le commerce, enfin, tous les éléments externes sont saisissables. Et comme ils sont saisissables, ils finissent par influencer le reste de la projection. Le problème avec cela, c'est que nous avons à la fin un État qui fonctionne en fonction des données qu'il connaît et qui n'est pas très différent de l'État qui existait, ou des structures étatiques qui existaient avant l'indépendance. Parce qu'avant l'indépendance, le modèle colonial s'intéressait surtout par les externalités. Donc, ce n'est pas pour le reste de l'économie ou les gens. Donc, c'était par exemple ce qu'on exportait, c'était comment on exploitait les minerais, etc. Donc, on reproduit, sans se rendre compte, on reproduit ce modèle par méconnaissance statistique. Donc, ça, c'est un élément. Mais c'est encore plus grave, parce qu'on ne connaît pas non plus la population.
Nous avons 40% des Africains qui n'ont pas de registre civil. Ils peuvent exister sans certificat de naissance jusqu'à mourir sans avoir aucun document qui leur permet d'entrer dans la formalité. Donc, ce n'est pas 4%, c'est 40%, c'est beaucoup. Donc, si on connaît... Dans ce cas, M. Lopez, dans ce cas, quelle valeur faut-il donner aux projections démographiques que fait la division de la population des... Je vais y arriver. Donc, on remplace ça encore une fois, par des projections. Mais ces projections, bien sûr, elles permettent d'avoir un certain nombre de données macro, mais elles ne permettent pas d'avoir la finesse qui est nécessaire pour faire de la planification. Pour faire de la planification, nous avons besoin de savoir pas seulement quel est l'indice de développement humain d'un pays, mais l'indice de développement humain presque d'une rue, de chaque village, etc., pour savoir où est-ce qu'on doit mettre plus d'investissement en termes d'assainissement ou d'éducation, etc. Donc, ce manque de connaissances est encore un contributeur important pour justement des structures statiques qui sont concernées par la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la partie formelle. Et ça ne s'arrête pas là. Donc, nous avons aussi une connaissance très, très, très limitée du territoire. Parce que dans l'ensemble de l'Afrique, on estime à peu près 10% des terres qui sont enregistrées, qui sont dans des cadastres, qui sont des registres fonciers formels. Donc, le reste est un peu informel. Donc, on peut faire toutes sortes de manigances avec ça, notamment des lois dans beaucoup de pays qui attribuent la terre à l'État, mais au fond, ce n'est pas tout à fait l'État, mais c'est l'État. Enfin, c'est un peu le mélange des deux. Et donc, il y a pour un investisseur le défi de confronter le pouvoir traditionnel foncier, le pouvoir intermédiaire, c'est-à-dire les institutions locales, etc., les intermédiaires qui font un peu de la corruption concernant la terre et finalement l'appropriation de l'État du point de vue légal, juridique, donc qui ne permet pas d'enregistrer ces terres comme des biens collatéraux, par exemple pour faire des prêts et tout ça. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Donc, on ne connaît pas l'économie, on ne connaît pas la population, on ne connaît pas le territoire. On connaît quoi? On connaît très peu. Donc, comme on connaît très peu, donc à partir du moment où on commence à dire il y a de la croissance, il y a ceci, il y a cela, il faut mettre des guillemets partout parce qu'on n'est pas dans le réel. On touche un peu à des tendances, mais on ne touche pas au réel. Et c'est vrai qu'il y a une tendance démographique accélérée en Afrique. C'est facile à pouvoir confirmer cela parce que nous sommes en train de vivre la transition démographique. Ce que les démographes appellent la transition démographique, c'est quand on commence à voir une baisse de la fertilité après avoir atteint le sommet. Et donc, dans toutes les régions du monde, on a déjà vécu ce phénomène. Il y a seulement une partie de l'Inde et tout le continent africain qui sont en train de vivre cette courbe de la transition démographique. Donc, on connaît la tendance. C'est une grande tendance. Est-ce qu'on sait exactement quelle est la population du Niger? Je ne suis pas sûr. Mais on a des approximations qui nous permettent de savoir qu'on est dans cette grande tendance. Mon point de vue, et que j'exprime à travers ces défis qui sont identifiés dans le livre, c'est que nous avons manqué systématiquement de faire la transformation des économies. C'est clair que depuis les indépendances, on continue à exporter exactement avec les mêmes caractéristiques auparavant. Les économies ont beaucoup changé parce que maintenant, si on voit la composition du PIB de la plupart des pays africains, elle n'est pas très différente en apparence de la composition du PIB des pays les plus développés. Par exemple, la partie des services est plus importante que la partie du secteur primaire. Donc, ça peut donner l'impression qu'on a évolué. Mais au fond, quand on voit exactement comment fonctionne l'appareil d'État, les finances publiques et par répercussion comment on gère l'économie, on se rend compte que effectivement tout cela c'est un peu de l'apparence parce que j'utilise toujours le Nigeria parce que c'est la plus grande économie. Les exportations de pétrole sont 90% des exportations du Nigeria.
elle représente presque la totalité des ressources publiques du Nigeria. Et pourtant, dans la composition du PIB, le secteur des hydrocarbures, c'est 6%, entre 6 et 10% de l'économie du Nigeria. Alors, on ne s'occupe pas des 90%. On s'occupe de la partie des externalités. Ce n'est pas très différent, même dans un pays très sophistiqué comme l'Afrique du Sud, du point de vue économique. Donc, ici, les minerais représentent à peu près 8% du PIB, mais, disons, l'ensemble de l'économie fonctionne en fonction des prix du platinum, des prix de l'or, etc. Donc, nous avons cette dépendance qui a été installée et qui est justifiée par le fait que nous sommes le continent avec la plus grande concentration de pays qui sont hautement dépendants d'exportation de ressources naturelles. Dans la classification de la CNUSED, c'est des pays qui ont au moins 80% au plus d'exportation dépendant de ressources naturelles. Nous avons 35 pays africains qui sont dans cette catégorie. Donc, pourquoi, depuis les indépendances, on n'a pas pu transformer cette réalité par manque d'industrialisation? Ça, c'est ma conclusion. Et à partir de ce manque d'industrialisation, on peut expliquer un tas de choses. Je vais commencer par le plus simple. L'industrialisation, ce n'est pas seulement construire des usines et produire des manufactures. L'industrialisation, c'est amener l'économie au stade des relations économiques de l'ère industrielle. Ce qui veut dire qu'il y a des institutions plus pérennes, qu'il y a des capacités et des mensurations de la productivité qui sont beaucoup plus avancées, que nous avons une modernisation des relations économiques parce que nous introduisons les chaînes de valeur. Et donc, c'est un ensemble d'éléments qui sont propres à l'époque industrielle des relations économiques. Si nous n'arrivons pas à ce stade, nous ne pouvons pas vraiment évoluer. Et donc, ça n'a rien à voir avec construire seulement des usines. Par exemple, les gens mettent souvent dos à dos l'agriculture et l'industrialisation. Ils disent non, il faut donner la priorité à l'agriculture. Mais c'est un faux débat. Il n'y a pas de productivité agricole qui monte sans qu'elle soit intégrée dans des chaînes de valeur. Et les chaînes de valeur dépendent de type de relations économiques de l'ère industrielle. Donc, c'est pourquoi, dans la plupart des pays qui sont très avancés du point de vue agricole, ils sont avancés du point de vue agricole parce qu'ils sont industrialisés. Aussi simple que cela. Et pourquoi nous sommes en train de piétiner dans l'agriculture? C'est parce que notre agriculture, elle a toujours été traitée comme un secteur social, pas comme un secteur économique. C'est-à-dire, on investit dans l'agriculture pour faire de la résilience, la lutte contre la sécheresse, la lutte contre la pauvreté, enfin, tout un tas de choses qui sont très jolies à dire, mais au fond, qui nous cantonnent dans une productivité qui ne va pas avancer parce que la productivité qui avance, c'est la productivité qui est disons, provoquée par l'agro-industrie et par les chaînes de valeur. Donc, nous avons déjà le fait de ne pas avoir de l'industrialisation, une paupérisation de notre secteur primaire qui continue à employer la plupart des Africains. Et donc, c'est une recette pour la pauvreté. Oui, on ne va pas en sortir. Oui, M. Lopez, j'ai envie de dire, effectivement, c'est quelque chose qui est très remarquable qu'on peut lire dans votre livre. C'est-à-dire que vous prônez très clairement, vous appelez à une transformation structurelle par l'industrialisation, l'amélioration de la productivité agricole. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un consensus aujourd'hui chez les économistes. C'est-à-dire que on sait que le continent doit transformer les matières premières sur place et je pense que ça fait à peu près plus de 30 ans qu'on le dit. Donc je pense que, et je vais poser la question autrement, c'est quels sont les freins en fait? Parce que la question, je pense que c'est surtout le comment. Ce qu'il faut faire, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus.
il faut transformer les matières premières. Une fois qu'on dit ça, c'est le comment. Quels sont pour vous les freins que vous identifiez très clairement à l'industrialisation des pays africains? Est-ce que, comment dire, des externalités jouent des rôles négatifs? Je veux parler des accords de l'OMC, par exemple, la libéralisation des échanges. Au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas des freins à cette industrialisation? Parce que je pense profondément que l'industrialisation fait consensus. Dans le livre aussi, vous appelez quelque part à une forme de protectionnisme éducateur. Ça, c'est très vieux, c'est le protectionnisme à la naissance cher à Friedrich List. Est-ce que c'est ça la bonne politique industrielle? Est-ce que c'est la politique industrielle adéquate pour les pays africains? Non, le consensus est relativement récent. Donc, il y a 30 ans, on ne pouvait pas parler d'industrialisation. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui en parlaient, dont je faisais partie, mais disons, ce n'était pas du tout consensuel. Ce consensus, il a été établi depuis à peu près les années 2012-2013, quand justement la Commission économique pour l'Afrique et l'Union africaine se sont lancés dans l'agenda 2063 et un certain nombre de projets phares, dont la zone de libre-échange qui maintenant a été établie. Et donc, c'est cette transformation du discours qui nous a permis maintenant d'avoir ce consensus dont vous parlez. On a l'impression que maintenant tout le monde parle d'industrialisation, mais le diable est dans les détails. Parce que vous savez, par exemple, si on prend les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ils étaient farouchement contre le concept même de transformation structurelle. Parce que le concept de transformation structurelle, qui est défendu depuis un certain nombre d'années par des économistes de renommée qui sont aussi de ces institutions-là, c'est quelque chose de très ancien. Donc, c'est un débat qui a commencé depuis très longtemps et dont une des figures de proue était justement quelqu'un qui est particulièrement intéressant de mentionner parce que c'était le premier prix Nobel d'économie noir, Sir Arthur Lewis, qui était de Saint Lucia et qui a effectivement été un des conseillers économiques du président Nkrumah à l'époque de l'indépendance. C'était le premier professeur noir aussi de London School of Economics. Donc, et sa théorie était de montrer que pour passer de la basse productivité à la haute productivité, nous devons vraiment avoir une opération de transfert d'un certain nombre de caractéristiques de l'économie vers l'urbain et vers le secteur secondaire. Et donc, depuis, on a adopté cette théorie de différentes formes un peu partout, où on a eu des révolutions industrielles, et notamment l'exemple le plus récent, l'Asie du Sud-Est et la Chine. Mais il y a juste 20 ans, quand on parlait d'industrialisation, on parlait d'industrialisation comme un secteur. Ah, on doit faire ceci, etc. Et puis, il y avait le secteur de l'industrie. Donc, on prenait et on faisait des déclarations d'intention pour qu'on ait une politique sectorielle, pas qu'on mette l'industrialisation au centre de la transformation structurelle. C'est ça la nuance. Parce que si vous la mettez au centre, vous êtes en train d'adopter le principe de l'État développementiste, development state en anglais, que j'explique dans le livre, et qui a été, disons, introduit avec beaucoup de vigueur dans les pays d'Amérique latine pendant une certaine période et ensuite par les pays asiatiques, et qui est basé sur le principe que l'État est beaucoup plus interventeur pour mettre en place des corrections sur le marché pour pouvoir vraiment pousser l'industrialisation. Et c'est presque accepter le principe que l'industrialisation ne peut pas se faire sans une main très forte de l'État pour promouvoir l'industrialisation, pas pour construire des usines, mais à travers la régulation, à travers des politiques de
d'accès aux capitaux à travers, disons, des protections commerciales, ce que j'appelle, moi, le protectionnisme intelligent, smart protectionism. Disons, créer les conditions qui vont au-delà du principe qui a aussi été très bien établi des infant industries, donc des industries naissantes et qui doivent être protégées pour pouvoir avoir un certain nombre d'aspects protecteurs qui leur permettent de grandir avant d'entrer dans la grande concurrence mondiale. Et donc, ce sont ces deux nuances qui sont les plus importantes. À celle-là, j'ajoute une troisième, qui est celle de considérer que l'industrialisation que les Africains peuvent maintenant promouvoir ne peut pas être une imitation des industrialisations qui ont été faites par tous les autres auparavant. Donc, chaque fois, on apprend de celui qui nous précède et puis on doit ajouter un certain nombre de caractéristiques nouvelles qui sont spécifiques. Si on imite d'une façon grégaire ce que nos prédécesseurs ont fait, on ne réussit jamais. Donc, nous devons nous inspirer de l'Asie, nous devons nous inspirer d'un certain nombre d'expériences d'industrialisation, mais nous devons trouver des moyens pour faire la nôtre un peu différemment. Et justement, le livre essaie de présenter quelles sont ces différences qui sont spécifiques à la possibilité d'industrialisation accélérée de l'Afrique. Moi, je vais juste mentionner quelques-unes qui me paraissent les plus importantes. D'abord, nous devons faire une industrialisation verte parce que nous devons sauter des étapes. Nous avons tout le loisir maintenant de choisir entre combustibles fossiles et combustibles renouvelables, et énergie renouvelable à des prix compétitifs. Donc, pourquoi aller la route la plus difficile qui n'a pas d'avenir? Donc, nous pouvons sauter cette étape. Et en le faisant, nous avons des avantages considérables parce que les autres doivent faire une réadaptation de systèmes qu'ils ont déjà en place qui protègent les combustibles fossiles. Les gens pensent souvent que c'est une question seulement technique, c'est-à-dire la technologie maintenant a changé, donc l'usine X de Marseille peut maintenant s'adapter à la nouvelle technologie. Mais ce n'est pas ça qui est la partie la plus importante et compliquée de l'affaire. La partie la plus importante et compliquée de l'affaire, c'est le système fiscal. Derrière les combustibles fossiles, il y a toute une structure fiscale qui protège les combustibles fossiles et qui a subventionné un certain nombre d'activités économiques. Et maintenant, essayer de retirer ces subventions crée des turbulences sociales gigantesques. C'est ça les gilets jaunes. Vous introduisez une taxe carbone au milieu, disons, sans avoir, disons, une restructuration fiscale, vous avez des gilets jaunes. Et donc, c'est des gilets jaunes ou des phénomènes semblables qui sont développés en Amérique latine, en Europe et même en Afrique, parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc, malheureusement, pour les pays qui ont déjà une grande dépendance des combustibles fossiles, cette transition est extrêmement dure. Elle est encore plus dure pour les infrastructures, parce que les infrastructures, maintenant, pour être durables, elles doivent utiliser un certain nombre de matériaux qui sont de basse carbone, et je pense que c'est extrêmement difficile de faire cette reconversion. Les Africains ont un déficit d'infrastructures, donc ils peuvent passer directement à l'infrastructure durable. Donc voilà un peu un avantage, faire l'industrialisation verte. Il y a un autre avantage. Nous devons nous concentrer sur le type de consommation de l'avenir. Le type de consommation de l'avenir sera beaucoup plus intense en termes de technologie. Donc, tous les produits maintenant ont, disons, une infusion d'éléments de technologie beaucoup plus avancés qu'auparavant. Alors, c'est appellatif à qui? À des vieux ou à des jeunes? L'intensité technologique. Mais bien sûr, c'est aux jeunes. Et les jeunes seront où? Ben, un sur chaque deux nouveaux enfants depuis 2040 sera africain. Donc, nous aurons le réservoir de jeunesse du monde. Nous avons une moyenne d'âge maintenant de 19 ans. Si vous prenez un pays comme le Japon, qui a actuellement 110 millions d'habitants, ils auront 90 millions à la fin du siècle. Et dans ces 90 millions, ils auront presque 2 millions de personnes avec 100 ans au plus. Vous pensez que c'est eux qui vont utiliser la nouvelle intensité technologique? Ils sont des grands inventeurs.
Ils ont de Monsieur, l'innovation. on peut vous apporter la contradiction en disant que justement, le Japon a en quelque sorte anticipé ce phénomène et a robotisé sa structure productive. Bien sûr que j'ai réfléchi à cela aussi. J'ai réfléchi à cela aussi. Mais vous savez, le problème, c'est que pour pouvoir soutenir les niveaux de vie des pays les plus avancés, ils doivent augmenter le poids de la propriété intellectuelle. Et c'est pourquoi, par exemple, on va avoir toute cette bataille sur les vaccins. Ah non, on va vous donner les vaccins, mais on ne va pas vous donner les brevets. C'est les brevets que nous voulons. Mais bien sûr, la propriété intellectuelle est le défi de l'avenir. Le commerce de l'avenir se fera en fonction de comment on gère la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que si on met plus de valeur dans la création, dans l'innovation, dans le design, dans le marketing, etc., on peut garder la valeur où ça se produit. Tandis que le produit physique qui est fait au Bangladesh, au Burkina Faso, ou je ne sais pas où, doit avoir moins de valeur parce que justement, on veut protéger le niveau de vie de ceux qui sont les plus avancés. Mais il y a un mais. C'est que la consommation, elle dépend aussi du nombre de gens qui peuvent utiliser. Et cette consommation sera en grande partie en Afrique. Donc, c'est un problème de consommation. Bien sûr, vous pouvez avoir une société qui vieillit et qui va pouvoir remplacer un certain nombre de tâches par des robots. Mais est-ce que vous voulez vraiment vivre dans un pays qui a que des vieux et des robots? Regardez ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne. Donc, juste avec la petite crise, la secousse de la pandémie et du Brexit, il n'y a plus de gens pour amener du carburant. Ça, ce n'est pas vraiment un métier très complexe, mais c'est un métier nécessaire. Et le plus de vieux vous avez, le plus de gens vous aurez besoin pour s'occuper des vieux. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment remplacer toute la relation humaine avec des robots, parce que sinon vous allez avoir un taux de suicide qui est déjà le plus élevé du monde au Japon et en Corée, a augmenté à des niveaux qui sont absolument intenables. Et disons, vous n'aurez plus de société, parce qu'actuellement au Japon, il y a plus de décès que de naissances. Et comment vous maintenez la culture, tout le tissu? Donc, il y a une sous-estimation de ce qui est en train de se passer dans le terrain démographique et qui est favorable à l'Afrique parce qu'effectivement, nous sommes devenus le réservoir de jeunesse du monde. Et donc, ça a des implications du point de vue de la consommation. Mais j'étais en train de dire quels sont les avantages pour l'industrialisation. Voilà, la démographie étant un avantage, non seulement pour la consommation des produits à haute intensité de technologie, mais aussi parce que le plus on a de population, le plus on a de croissance économique. Donc ça, c'est historiquement prouvé. Donc, on ne peut pas ne pas avoir au niveau que nous voulons, avec des inégalités, avec des difficultés de toutes sortes, mais il y a toujours une croissance de l'économie parce qu'il y a plus de gens, il y a plus de consommation. Et là, c'est vraiment l'opportunité pour la zone de libre-échange. Parce que si nous avons une zone tarifaire commune, elle ne va pas nous protéger beaucoup des chaînes de valeur les plus sophistiquées, mais elle peut nous protéger des chaînes de valeur qui sont moins sophistiquées. Et c'est pourquoi, par exemple, tout ce qui est agro-industrie nous intéresse particulièrement. Parce que si l'Afrique investit dans l'agro-industrie, c'est la première ligne de consommation de celui qui a un peu de facilité, disons, de consommation. Quand vous sortez de la survie et vous avez un peu d'argent, vous investissez surtout dans la consommation de produits alimentaires transformés. Et donc, bon, voilà, c'est une grande opportunité pour l'industrialisation de l'Afrique avec moins de concurrence internationale, d'autant plus que nous avons 60% des terres arables non utilisées du monde, donc on n'a pas besoin de sortir de l'Afrique. Nous avons la plus grande réserve halieutique du monde si on prend en compte l'économie bleue africaine. Donc, je dis que c'est vraiment des opportunités incroyables du point de vue commercial et du point de vue économique pour l'Afrique. Et finalement, le dernier grand avantage que nous avons en termes d'industrialisation, c'est que maintenant nous avons, pas comme auparavant, n'est-ce pas, des fenêtres de
d'opportunités qui sont plus difficiles, certainement, mais qui sont beaucoup plus, comment dire, segmentées. Donc, dans une chaîne de valeur, vous ne produisez plus le produit A à Z dans le même endroit. Vous avez des segments. Et donc, il suffit de bien choisir ces segments pour pouvoir s'introduire dans les chaînes de valeur avec une théorie qui n'est pas acceptée par la plupart des économistes, disons, les plus, dans les organismes qui décident sur la macroéconomie, qui est la théorie des avantages comparatifs. Donc, on nous a toujours boxé dans les avantages comparatifs. Et les avantages comparatifs, c'est que nous avons beaucoup de ressources naturelles, donc exportez ces ressources naturelles et taisez-vous. Ah, ici, c'est la partie la plus intéressante. Les pays qui réussissent leur politique industrielle parce qu'ils la mettent au centre, c'est des pays qui font aussi des avantages comparatifs dynamiques, c'est-à-dire ils construisent l'avantage comparatif. Ils ne vivent pas avec ce qu'ils ont hérité. Et ce n'est pas nécessaire de transformer, disons, nos ressources naturelles dans une espèce de malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Mais si on ne regarde que ça, on ne va pas très loin. Donc, il faut regarder les opportunités de transformation en termes dynamiques, c'est-à-dire ce qu'on peut construire. Et ce qu'on va construire, ce n'est pas nécessairement basé seulement sur ce qu'on a hérité de la mère Terre, mais ce que nous offrent les petites fenêtres des chaînes de valeur qui sont segmentées. Donc, par exemple, on peut trouver une niche de dire, bon voilà, les Africains sont actuellement le marché qui consomme le plus de smartphones. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une saturation du marché ailleurs et donc il y a une croissance du marché en Afrique. Donc, on vend plus de smartphones en Afrique qu'on vend en Europe ou qu'on vend même aux États-Unis. On ne vend pas plus qu'en Inde, nous sommes à peu près au même niveau. Mais disons, par rapport à des marchés qui sont saturés, on vend plus en Afrique. Alors, c'est une fenêtre d'opportunité de faire quelque chose dans cette chaîne de valeur. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir arriver aux éléments les plus sophistiqués. Par exemple, les semi-conducteurs sont produits dans 4 ou 5 usines dans le monde entier. Donc, peut-être qu'on ne va pas arriver à cela, mais on peut assembler des téléphones, on peut faire toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi, disons, c'est une opportunité. Et c'est juste une démonstration de comment on peut segmenter les chaînes de valeur et trouver des niches qui sont propices à notre marché, parce que là, le point de vente, c'est que nous avons une zone de libre-échange qui est avec un tarif commun. Donc, si on produit dans n'importe quel pays, et c'est pourquoi le Rwanda, par exemple, c'est CMI, on peut avoir un petit Rwanda qui produit des téléphones pour l'ensemble de sa sous-région, parce que c'est le tarif commun. Donc, bon, voilà pourquoi nous avons des enseignements à tirer sur les processus d'industrialisation qui nous ont précédés, mais on doit toujours s'adapter à des nouvelles opportunités qui sont liées à la situation que nous avons, qui n'est pas la même que celle des autres régions. Et donc, nous avons un marché qui est en grande croissance et qui est un marché qui nous permet de tirer profit de 3 mégatendances. Les 3 mégatendances sont la démographique, la climatique et la technologique, et donc les adapter à notre réalité. En effet, en effet. Merci beaucoup, M. Lopez, parce que c'est vrai que votre description rejoint vraiment le propos du livre. Il y a un côté très incitatif à l'action, vous appelez vraiment à l'action. Et donc, je vais vous amener sur un autre registre, parce que, comme le disait l'économiste Timo Courant, le succès économique n'intervient pas dans un vide politique. Et ça se voit dans votre livre, c'est-à-dire que vous appelez à réformer le système politique, à respecter la diversité sur le continent. D'ailleurs, les récents événements au Mali, en Guinée, corroborent l'idée qu'il faille opérer une réforme. C'est clair. La question, c'est quel type de réforme faudrait-il opérer selon vous? Ne croyez-vous pas, au fond, à la fin de l'histoire de Fukuyama, qui, dans le fond, postulait au triomphe définitif et universel de la démocratie libérale suite à l'effondrement de l'Union soviétique? Au fond, on tâtonnerait en Afrique, mais on arriverait, comme par magie, à la démocratie libérale. Enfin, la question, c'est, dit autrement, quelle forme de gouvernance
quelle voie de légitimation pour les États africains aujourd'hui? Fukuyama s'est ravisé, hein. Donc il dit C'est vrai. plus une chose. Enfin, il s'est ravisé, mais à moitié. Puisqu'il continue à croire que c'est le sens de l'histoire. Oui, mais disons que son dernier opus, en 2 volumes gigantesques, c'est l'histoire de la bureaucratie chinoise et comment, à son avis, c'est la bureaucratie la plus sophistiquée du monde parce qu'elle est la plus ancienne. Et donc, il ne va pas jusqu'à dire qu'il défend le régime actuel, mais il donne un peu l'idée qu'effectivement, cette sophistication pourrait expliquer un certain succès. Mais par contre, bureaucratique. Il est d'accord avec ça, avec cette bureaucratisation sophistiquée à la chinoise, mais j'ai l'impression qu'il ne croit pas que ça permettrait de devenir, ça peut voilà, donner l'opportunité à la Chine d'être le numéro 1. Parce qu'il pense que l'innovation est quand même produit de la liberté, de la démocratie libérale. Donc, voilà. Ouais. Non, il dit ça, mais disons à moitié convaincu, je crois, hein, parce qu'il doit un peu protéger ce qu'il a écrit auparavant. Mais je pense que, bon, quand vous voyez l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui registre les nouveaux brevets chaque année, donc pour la première fois depuis 2019, la Chine a dépassé les États-Unis dans le nombre de brevets enregistrés. Et donc, la courbe est ascendante et la courbe des États-Unis est stable. Et donc, c'est la Chine qui est venue de derrière, a dépassé les États-Unis en nombre de brevets dans des domaines qui sont assez porteurs pour l'avenir. Par exemple, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi, par exemple, quand vous voyez ces débats sur le 5G, Huawei, etc., c'est juste des pointes de l'iceberg. Donc, nous sommes en train de vivre une lutte pour l'hégémonie technologique de l'avenir qui est camouflée dans une lutte commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais disons, dans certains domaines, pas tous, mais dans certains domaines, la Chine est plus avancée. Donc, cette idée que l'innovation est liée, disons, à la liberté, etc., enfin, il faut la mettre un peu en contraste avec ce qui est en train de se passer dans des entreprises de pointe de la technologie en Chine qui sont développées à une vitesse gigantesque en termes de temps historique, beaucoup plus rapidement que leurs congénères occidentaux, et dans un régime qui n'est pas justement celui qu'aimerait avoir Fukuyama et peut-être vous et moi. Disons, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mettre un peu dans notre tableau de discussion. Et je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, très souvent, on estime que nous avons accumulé un retard en partie à cause de notre leadership et de notre système politique. Moi, je pense qu'effectivement, nous sommes un peu des imitateurs. Après les indépendances, la plupart des pays africains n'ont pas transformé suffisamment leur structure bureaucratique, leur État. C'est ce que j'explique dans un des chapitres du livre sur la nécessité de transformer la politique aussi. Parce que nous aimons imiter, mais nous imitons seulement une partie qui concerne les élites, pour des raisons que j'ai expliquées économiquement. Par exemple, nous sommes très bons à adapter un certain type d'autoritarisme et on leur donne une touche africaine. Donc ça devient un peu, on dit même, ah, c'est l'Afrique. Ah bon? On peut avoir différentes Afriques, hein? Ça dépend de ce qu'on veut. Mais disons, ah non, c'est normal, coup d'État, c'est l'Afrique. Non, c'est que nous avons effectivement appris ces leçons. Hein? Et nous avons appris, par exemple, le rôle des militaires et tout ça. Nous avons appris cet autoritarisme du temps colonial. Donc, on l'a adapté un peu à la réalité africaine, mais c'était des héritages. Alors, ce que j'essaie de défendre, c'est que nous devons avoir un sens de l'histoire, bien sûr. J'essaie d'expliquer pourquoi nous avons utilisé le panafricanisme pour justifier tout un tas de camouflés à l'avancée, disons, démocratique. Parce que si on n'était panafricaniste, on pouvait faire ce qu'on voulait. D'ailleurs, c'est le débat encore aujourd'hui. Hein. Vous voyez un président qui ne fait pas
exactement ce qu'ils font en termes de transformation. Mais on dit, mais il a beaucoup aidé l'Afrique, il est un défenseur de l'Afrique. Débat clos. Donc, on a utilisé ça d'une façon complètement erronée. Et donc, j'essaie d'expliquer que pour moi, le régime politique qui fait du sens, il est basé sur deux principes. Et chacun de ces deux principes, il fait objet, disons, de traitements spécifiques dans le livre. D'abord, c'est un régime qui doit respecter la diversité. Je pense que c'est la mensuration la plus importante de la qualité démocratique dans un pays africain. Parce que, étant donné notre héritage colonial, mais aussi notre caractéristique culturelle et démographique, si on ne respecte pas la diversité, on n'avance pas. Donc, regardez tous ces coups d'État ou ce que vous voulez, c'est toujours basé sur des problèmes de diversité, de non-respect de la diversité. Donc, parce que nous avons appris une leçon, encore une fois, on n'imite pas nécessairement le bon mais le mauvais. On a appris la leçon et la leçon était winner takes all. Hein? Le vainqueur prend tout. En effet. Voilà. Oui, donc, on n'a pas inventé ça. Oui, on a pris ça et on a oublié le reste. Non, laissez-moi juste donner les deux principes. Très bien. Donc ça, c'est un principe. Respecter la diversité, pour moi, c'est la meilleure mensuration de la qualité démocratique dans un pays africain. Si on regarde les pays qui marchent, les pays qui sont en train de faire des choses vraiment intéressantes, on se rend tout de suite compte que cette transformation rapide a été possible parce qu'on a respecté jusqu'à un certain point la diversité. On l'a intégré du point de vue des lois, on a intégré du point de vue du système politique, donc on lui a donné un peu d'oxygène pour respirer. Et c'est intéressant, par exemple, si on prend un pays comme l'Éthiopie, hein, qui était en train d'avancer à une vitesse incroyable, 10% de croissance par an, transformation de tous les indicateurs sociaux, etc. Paf, on a un problème de diversité, n'est-ce pas? Et ça commence vraiment à régresser. Et le deuxième pilier, c'est qu'il faut vraiment avoir un esprit de transformation. C'est là que la trinité que vous avez mentionnée est très importante. Il faut de l'ambition, de la sophistication, de la cohérence. Et les leaders qui ont ces qualités-là sont des leaders transformateurs. Et donc, je divise un peu l'Afrique en termes politiques en deux typologies. Il y a les transformateurs ou réformateurs et il y a les rentiers, ceux qui vivent de la rente et qui ne veulent pas transformer. Et donc, là, on peut vivre de la rente pétrolière, on peut vivre de la rente aurifère, on peut vivre du cuivre, mais on peut aussi vivre de la rente de l'aide au développement pour les petits pays. Donc, ils utilisent l'aide exactement de la même façon, c'est-à-dire pour permettre une reproduction du petit État qui concerne seulement une partie de la population et des élites. On fait semblant, il y a de la Constitution, il y a de l'Assemblée, il y a du Parlement, il y a tout ce qu'on veut pour faire semblant, pour pouvoir recevoir cette aide, qui est un peu le pétrole de ces petits pays. Et puis le reste, bon, on ne transforme pas. En effet. Bon, je vois que l'heure avance. J'ai encore plein de questions pour vous, mais je vais laisser mes amis, membres de l'Afrique des idées, voilà, vous poser des questions. Nadia, je ne sais pas si tu veux commencer, si tu as une question pour M. Lopez. Oui. Merci Sophonie. Rebonsoir Monsieur Lopez et merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'aimerais revenir avec vous en fait sur le chantier de l'industrialisation verte que vous avez largement détaillé dans votre livre, en disant que le changement climatique peut être une opportunité en or pour aboutir à cette industrialisation verte qui soit respectueuse de l'environnement. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les termes industrialisation et verte sont conciliables? Et plus largement, vous savez très bien qu'il y a tout un débat sur le concept de la croissance verte. Alors, il y en a qui pensent que cette croissance verte est tout à fait possible hein, avec les avancées technologiques conjuguées à des investissements massifs. Et il y en a d'autres
à contrario, qui prônent la décroissance et qui disent qu'il faut rompre avec le système capitaliste qui exploite les ressources. Est-ce que vous pensez qu'il y a une troisième voie entre ces deux camps? Bon, nous avons normalement une idée un peu romantique de la transformation écologique ou de la transition écologique. Parce que si vous demandez aux gens qui votent vert dans les pays européens pourquoi ils le font, probablement ils vont dire parce que nous sommes contre, disons, l'exploitation des ressources naturelles, on est en train de détruire la planète, nous consommons trop d'énergie, etc., etc. Donc vous leur demandez alors quelle est la solution, ils vont vous dire, bon, il faut une mobilité différente, par exemple. Donc la mobilité doit être différente. Nous devons avoir des voitures électriques, nous devons avoir, disons, d'autres formes de transport, comme le rail. Vous leur demandez, alors en termes de consommation des produits, ah oui, il faut qu'on consomme bio. Et je peux continuer la liste. Et chaque fois, les gens ne savent pas ce que cela implique. Par exemple, oui, il y aura une demande incroyable pour l'électrification de la mobilité. Alors, est-ce qu'on peut le faire sans minerais? Non, on va juste changer les minerais. Donc maintenant, on a besoin de lithium, on a besoin de cobalt, on a besoin de beaucoup d'aluminium. C'est pourquoi d'ailleurs, disons, ce qui s'est passé en Guinée tout de suite a fait grimper les prix de la bauxite et de l'aluminium. Donc, il faut des minerais. Ils sont différents, mais il faut des minerais. Il faut des terres rares pour pouvoir avoir plus de matériaux électroniques. Il faut du graphite pour pouvoir faire du 3D. Il faut de l'hydrogène qui ne peut se produire que dans certaines conditions. Donc, quand on commence à faire la liste, Nadia, on va voir que toutes ces, ce que j'appelle minerais stratégiques, ils se trouvent où? En grande quantité. Ils se trouvent où? En Afrique. Donc, soit on entre dans une nouvelle vague de dépendance des matières premières non transformées pour pouvoir permettre aux autres d'avoir leur transition écologique, soit on prend les devants et nous exigeons, parce que nous avons la compétence pour faire la transformation, nous exigeons d'être partie de cette transformation et on saute des étapes pour être même à l'avancée des autres, par exemple en ce qui concerne l'infrastructure durable. Nous avons beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites par les Chinois, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je donne beaucoup d'importance à la relation avec la Chine parce qu'elle définit un peu notre avenir. Et le problème avec cette infrastructure qui est en train d'être construite par les Chinois, c'est que c'est une infrastructure qui nous est, entre guillemets, offerte, pas offerte parce qu'on la paye, mais disons offerte en termes de, elle est moins chère que ce qui est produit par d'autres, donc elle devient compétitive par rapport au prix actuel, parce que c'est un excédent de capacité industrielle de la Chine pour ces domaines qui ne correspond plus aux exigences environnementales de la Chine. Donc, on ne nous donne pas les trains qui sont les plus modernes et qui utilisent déjà, disons, la nouvelle mobilité qui est en train d'être installée en Chine. On est en train de nous donner les trains qu'on n'utilise plus en Chine. Pas des vieux trains, ils sont de nouveaux, mais des capacités industrielles que la Chine ne veut plus. Donc, ils trouvent une débouchée de marché jusqu'à l'élimination, disons, de cette compétence industrielle qui est en train d'être dépassée pour des raisons technologiques. Donc, il faut être très attentif. Il faut faire des choix. Donc, à mon avis, c'est ça le mi-chemin. Le mi-chemin, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir être des acteurs majeurs de la transition écologique. Actuellement, si vous regardez les discussions qui sont en train de se faire, par exemple la préparation de la prochaine réunion du climat qui aura lieu à Glasgow, COP26, elle n'est pas très différente de la discussion sur les vaccins. Et avant les vaccins, sur les masques ou sur les ventilateurs. C'est quoi la discussion? La discussion, c'est de dire qu'on va vous aider.
on va mettre de côté tant d'argent pour vous aider. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? On nous aide, donc on ne produit pas. Et cette aide, elle vient comme elle a été promise, dans les montants qui ont été promis, avec la vitesse qui a été promise, avec les caractéristiques qui ont été promises? Pas du tout. Mais nous, on ne discute que cette aide. On ne discute pas l'essentiel. Donc, c'est la même chose par rapport au climat. Donc, l'Europe a un Green Deal. Les États-Unis ont un Green Deal. Enfin, tous les pays importants, riches, ont un Green Deal. Et c'est quoi le Green Deal? Entre autres, c'est introduire des taxes carbone, entre autres. Alors, c'est quoi les taxes carbone? En principe, c'est une bonne chose. Donc, on va taxer l'utilisation de carbone. Mais quand on va regarder dans les détails, c'est des taxes qui vont pénaliser l'entrée dans le marché en question de tous les produits qui sont, disons, intenses en carbone. Alors, on va nous dire, on est déjà en train de nous dire, que la plupart des pays africains ne seront pas très affectés. C'est vrai, parce qu'ils ne produisent pas industriellement. Mais ceux qui produisent, qui sont très peu, une douzaine, on va les taxer à mort. Et donc, on va tuer, disons, des économies qui sont un peu des pôles de croissance régionale, une économie comme celle de l'Égypte ou comme celle de l'Afrique du Sud, avec des taxes carbone qui vont pénaliser leurs industries à l'exportation vers ces marchés d'une façon qui est absolument intenable. Intenable pour deux raisons. D'abord, parce que dans les pays en question, ils vont protéger leur industrie en leur assurant un soutien pour la transition écologique. Nous n'avons pas ce soutien. Donc, c'est une forme de subvention qui n'est pas discutée à l'OMC parce qu'elle est nouvelle. Et elle est présentée comme une contribution pour la planète. Comment on va dire qu'on n'est pas d'accord? Et le deuxième aspect, c'est qu'on va donner un délai à ces entreprises. C'est déjà le cas, par exemple, dans la proposition européenne qui est en discussion. Ils donnent un délai de 20 ans pour l'adaptation de leurs entreprises, mais ils pénalisent celles qui vont exporter vers l'Europe dans 3 ans. Alors, vous voyez, si on continue à nous traiter comme des récipiendaires de fonds pour l'adaptation climatique, et on nous a déjà promis depuis le Global Environment Facility, le Fonds vert, l'accord de Paris, chaque fois on promet plus d'argent, mais ça ne se matérialise pas. Donc, on devait avoir pour les pays en développement, avec toutes ces promesses, 100 milliards de dollars par an. On est avec beaucoup de souffrance arrivé à 17 milliards. Mais c'est ça qu'on discute. On ne discute pas le fait que l'Afrique ne veut pas être boxée dans l'adaptation climatique. Nous n'avons rien contre l'adaptation climatique, mais nous voulons être partie de la solution, pas seulement de l'adaptation. Et l'adaptation, elle est vue un peu comme si on n'était que des récipiendaires chaque fois de la bonne volonté des autres. Oui, justement, là, vous me poussez à poser une deuxième question, à enchaîner sur le Green Deal et tout ce qui se passe comme discussion au sein de l'Europe sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va d'ailleurs entrer en application dans 2 ans, je pense, en 2023, et dans lequel les pays africains pilotes en termes d'industrialisation seront pénalisés à des degrés divers. Je fais appel à votre casquette de négociateur africain avec l'Union européenne. Quels seront alors, du coup, concrètement, selon vous, les moyens que les Africains peuvent utiliser pour faire pression? Si les canaux de négociation et de concertation ne sont pas optimales entre l'Europe et l'Afrique, comment pousser les Européens à prendre en considération le fait que ces pays-là vont être lésés? Bon, là, on touche à quelque chose qui est un peu sensible, c'est-à-dire le fait que les pays africains sont faciles à diviser. Et donc, il suffit d'inviter quelques présidents pour une réunion, un petit déjeuner, etc. Et paf, les négociations sont cassées. Donc, c'est très difficile d'avoir des positions communes. Nous avons actuellement, par exemple, en ce qui concerne la Chine, nous n'avons pas d'accord continental avec la Chine. Nous avons 54 accords, chaque pays a le sien.
Donc, quand il y a le forum Afrique-Chine, c'est un forum pour que les Chinois annoncent ce qu'ils vont faire avec l'ensemble du continent. Mais après, quand il s'agit de négociations, ils négocient avec chacun, bilatéralement. Avec l'Europe, on pourrait dire, c'est un peu mieux. Nous avons 17 arrangements commerciaux avec eux, plutôt qu'un. Alors, quand est-ce qu'on va changer cela? Quand on donnera plus de poids à la zone de libre-échange comme négociateur unique de l'Afrique. Alors là, on aura une voix. Parce qu'on peut s'imaginer petit, mais et les Européens disent tout le temps, nous sommes le premier partenaire commercial de l'Afrique. Nous sommes le premier donateur de l'Afrique. Nous sommes le premier investisseur de l'Afrique. Tout ça est vrai. Mais ce qui n'est jamais dit, c'est que nous sommes le troisième partenaire commercial de l'Europe. Après les États-Unis et la Chine, nous sommes plus importants que le Japon. Nous sommes 3 fois plus importants que l'Inde. Nous sommes plus importants que l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous sommes 15 fois le Canada, mais ils ne négocient pas avec ces différentes entités comme ils négocient avec nous. Nessan, tu veux rebondir sur ce que dit M. Lopez? Bonsoir, merci beaucoup M. Lopez pour votre démonstration. Alors, vous prenez à juste titre une rupture justement des relations asymétriques entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est vrai qu'il est important non seulement de changer ces ruptures asymétriques, mais de changer le narratif, comme vous venez de le faire. Et l'une des pistes que vous explorez, c'est notamment la recherche et le renforcement de partenariats avec d'autres acteurs tels que la Chine. Mais comment faire pour ne pas sombrer dans les mêmes écueils asymétriques, alors que le rapport de force semble a priori en défaveur de l'Afrique? Et comment faire pour ne pas passer de la suggestion d'une puissance à une autre? Moi, je table sur la transformation des partenariats de l'Afrique avec le reste du monde à partir de la Chine, parce que c'est le plus grand partenaire commercial en termes de pays. L'Europe est le plus grand en termes de blocs. Et aussi parce que c'est un partenaire ascendant, c'est-à-dire ils augmentent tous les ans, ils augmentent leur poids. Et donc, ça veut dire qu'ils ont compris une notion de risque différente des autres. Quand on voit, par exemple, dans une enquête qui a été faite par McKinsey auprès de plus de 13 000 agents chinois qui travaillent en Afrique sur leurs sentiments par rapport à l'avenir, 80 et quelques % étaient optimistes dans leur relation économique avec l'Afrique. Donc, il y a certainement une augmentation considérable du poids de la Chine parce que l'évaluation de risque est très différente. Et donc, comme elle est très différente, à mon avis, il faut en profiter. Et ce que je dis dans le livre, que je répète tout le temps, c'est que l'ensemble de l'investissement chinois en Afrique, c'est seulement 4% de l'investissement chinois dans le monde. Donc, on ne discute jamais les 96% qui restent, qui vont un peu partout. Donc, il y a une 60aine de pays dans le monde, parmi ceux-là des plus grands, qui ont la Chine comme leur premier investisseur ou leur premier partenaire commercial. Donc, il n'y a rien de particulier que l'Afrique se trouve dans une telle équation. La différence, c'est qu'en ce qui concerne l'Afrique, nous avons un avantage qui n'a pas été suffisamment exploité. Et l'avantage qui n'a pas été suffisamment exploité, c'est que les Chinois, pour des raisons politiques, ne peuvent pas se permettre vraiment le risque réputationnel. Donc, si vous trouvez qu'un pays a un problème avec la Chine et qui, par exemple, arrive à défaut de paiement, vous pensez que la Chine va avoir un pays africain à défaut de paiement? Le risque réputationnel est gigantesque parce qu'il serait condamné par tout le monde comme voilà, vous êtes en train d'exploiter le pauvre pays, etc. Déjà, on invente. On dit que tel port a été pris par les Chinois et tout ça. Tout ça est faux. Mais disons, ça montre un peu qu'on est déjà en train d'attisser un peu le feu par rapport au risque réputationnel. Et les Chinois ne peuvent pas se le permettre. Donc, ce qui veut dire qu'on a une capacité de négociation qui est sous-estimée. Et qui, à mon avis, avec mon livre, j'essaie de démontrer, permet de faire autrement avec les Chinois. C'est pourquoi, quand on parle
de la relation que la Chine a avec un certain nombre de pays, par exemple, on voit beaucoup de main-d'œuvre, etc. Tout ça, c'est un peu, du point de vue, disons, de l'actualité, c'est un peu déjà dépassé. Les Chinois, effectivement, ont fait ça, mais ils sont dans un autre registre. Le nombre d'acteurs chinois qui interviennent actuellement de l'Afrique sont plutôt privés. Ils sont subventionnés, mais les Européens aussi subventionnent leurs entreprises. Je viens de donner des exemples. Et les Américains aussi, etc. Tout le monde subventionne leurs entreprises. Ils le font d'une façon différente. Donc, les puristes du capitalisme vont dire que ce n'est pas tout à fait capitaliste, mais disons, chacun fait à sa façon. En ce qui concerne l'Afrique, ce n'est pas notre difficulté. Comment ces entreprises arrivent, avec quel type de subvention, etc. Par contre, ça nous pose problème s'ils vont entrer en concurrence avec l'entrepreneuriat local. Et donc, pour cela, il faut imposer des règles. Et ce sera un problème s'ils transfèrent, disons, leurs profits d'une façon camouflée, informelle. Ça, il faut imposer des règles. Ça serait un problème, par exemple, s'ils ne développent pas des compétences nationales et utilisent toujours, disons, une restriction d'accès à la technologie. Pour cela, il faut imposer des règles. Et donc, ce que je fais prévaloir comme option, c'est que pour les pays qui ont imposé des règles, à cause justement du risque réputationnel, les choses se passent différemment. Donc, vous avez une Chine qui est différente par rapport à chaque pays en fonction de la capacité du pays à savoir ce qu'il veut et imposer des règles. Effectivement. Mais en tout cas, on a encore de très nombreuses questions pour vous, M. Lopez. Le problème, c'est que il est 20h15, enfin, il est 20h18, on a déjà dépassé de 3 minutes l'heure de fin convenue. J'en suis désolé. Et on a des questions des participants. Voilà, plein de questions qu'on ne pourra malheureusement pas faire porter M. Lopez. J'ai quand même une question, une dernière pour finir, M. Lopez, si vous le permettez, bien évidemment. Dans la recension que j'ai faite de votre livre que j'ai publié sur le site de l'Afrique des idées, j'ai relevé une chose curieuse. J'ai relevé le fait que le livre a les traits d'un programme politique, très clairement. Donc, est-ce que nous allons bientôt voir M. Lopez plutôt acteur politique, c'est-à-dire au sens participer au jeu électoral de son pays? Est-ce qu'il y a une confidence à nous faire, M. Lopez? Ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, moi, je me considère très politique, mais politique dans le sens d'aider ceux qui ont cette volonté, qui ont cette primauté à le faire avec mes conseils avisés s'ils veulent en prendre. Et donc, je suis très content qu'un certain nombre de dirigeants africains prennent mes conseils et je travaille avec, et avec des résultats palpables dans beaucoup de domaines de transformation. Mais moi, personnellement, je suis un homme de la réflexion, je suis un homme du conseil. Bon, en tout cas, c'est un très beau livre pour des chefs d'État qui sont en recherche d'inspiration pour le programme politique. En effet. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Lopez. Je suis vraiment très honoré d'avoir mené cette discussion avec vous parce que entre autres, vous êtes un rôle modèle pour la jeunesse et voilà, on est très, très heureux d'avoir discuté, d'avoir échangé avec vous aujourd'hui. On aurait aimé continuer parce qu'il y a des questions. Je pourrais remettre sur la table la question du consensus de Washington, la question de l'avenir du panafricanisme, la question du rôle de l'Union africaine, comment il peut peser encore plus sur le destin du continent. La question de la ZLECA, parce qu'il y a des zones, la CEDEAO par exemple, qui a mis en place des accords mais qui ne sont pas respectés dans la pratique. Est-ce que la ZLECA, quels sont le système bonus-malus qui existe pour pouvoir contraindre les acteurs d'adhérer et de les implémenter surtout? Enfin, j'avais une tonne de questions venant des participants et évidemment de notre think tank,
malheureusement, il est l'heure et l'heure après l'heure, ce n'est pas l'heure. Mais je vous remercie beaucoup, M. Lopez, pour votre disponibilité. Merci de l'opportunité. Merci. Et, Merci à vous, M. Lopez. Merci, Nadia. Bon, Merci, ben, Nessa. on se trouve à la fin, on est à la fin de ce webinaire. Merci à tous les participants. Le webinaire a été diffusé en live sur la page Facebook de l'Afrique des idées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez raté ou vous avez écouté d'une oreille distraite des parties de ce webinaire, n'hésitez pas à aller regarder le replay qui est évidemment disponible sur la page Facebook de Think Tank. Merci à tous et très bonne soirée. Merci encore une fois. Merci, M. Lopez. Très bonne soirée.